je vous fais confiance, vous la jeunesse, pour nous donner cette audace supplémentaire. Ensemble nous gagnerons. Vive la jeunesse du monde, vive les jeunesses de France. Faut-il être aveugle pour ne pas constater l'exode de nos jeunes qui partent à l'étranger parce qu'ils pensent que la réussite n'est plus possible et surtout qu'elle n'est plus acceptée en France? Ils partent, mais le pire, c'est combien d'entre eux ne voudront pas revenir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci pour votre présence ce soir. À mon tour de vous accueillir chaleureusement en vous souhaitant la bienvenue à Audencia pour cette nouvelle conférence Isegoria, la dernière de la saison 2014. Cette conférence, elle est pour nous l'occasion de porter notre regard d'une part sur l'avenir et d'autre part aussi sur le présent. À l'heure où notre pays traverse une crise profonde, à l'heure où la société est en proie aux difficultés, aux doutes, eh bien, il convient de se demander pour qui, au service de qui la société change-t-elle? Et à cette interrogation, il n'y a peut-être qu'une seule réponse, la jeunesse. Et c'est peut-être justement parce que les enfants qui connaissent une crise plus grave, plus profonde, sont plus ouverts encore au changement que les autres. Alors, la jeunesse, vous le savez bien, c'est ce moment de l'existence où l'on a la vie devant soi, la tête pleine de questions et en même temps pleine de revendications. Alors pour parler de cette jeunesse, de ces nouvelles générations, de leurs nouvelles revendications, nous avons invité Olivier Rollo. Je me tourne vers vous, cher Olivier Rollo, pour vous remercier d'avoir accepté notre invitation et nous honorer de votre présence ici ce soir. Je précise d'ailleurs que c'est par Twitter, preuve de jeunesse, que nous vous avons invité et que vous avez accepté notre invitation avant qu'on en discute par téléphone. Cher Olivier Rollo, vous êtes peut-être l'homme qui avait trouvé, j'allais dire, le remède à la jeunesse éternelle. Oui, c'est ma dernière, donc j'y vais. Hein, mais je dis cela, non, parce que, très sérieusement, parce que quand on parle de vous, on parle toujours de la jeunesse. Vous êtes un expert reconnu des questions d'éducation, des questions d'enseignement supérieur, des questions d'orientation, et globalement, des questions liées à la jeunesse et à ses enjeux. Journaliste, vous avez effectivement officié de 1991 à 2008 au sein du groupe L'Étudiant, groupe média spécialisé dans l'information, sur les métiers et les formations. Vous en avez même été le directeur des rédactions dès 2001 et jusqu'à votre départ 7 ans plus tard. Puis, on vous a retrouvé au sein du groupe Le Monde en étant rédacteur en chef du Monde étudiant qui a été lancé en 2010 et vous en avez été le rédacteur en chef jusqu'en 2012. Vous êtes depuis le directeur exécutif de la communication et des relations presse du premier cabinet de conseil et de formation dédié aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation. Vous avez donc pu voir ces nouvelles générations, leur naissance. Vous avez vu passer autant de ministres de l'Éducation nationale que de réformes et avez été, je crois, aux premières loges pour constater ce qu'on peut appeler désormais le déclin, parfois, de l'éducation nationale. Anomalie, parfois cocasse, il faut le dire, d'un système en difficulté, cumulant contre-performances et dysfonctionnements multiples. Et à tel point que, énervés,
attristé même sûrement par cette situation. Vous avez pris votre plume en 2010 pour rédiger votre petit dictionnaire énervé des profs et de l'école, encyclopédie, mais là aussi je précise que même énervé, vous avez rédigé ce livre avec la rigueur du journaliste que vous êtes, utilisant des données et des études officielles. Et puis il y a 2 ans, vous avez écrit un nouveau livre, Génération Y. Alors, il y a toujours un débat, Génération Y, Génération Y. Vous nous donnerez sûrement votre avis et nous expliquerez les raisons. Pour préciser, cette Génération Y, c'est celle née à partir des années 80 et jusqu'au milieu des années 90 que vous trouvez ce soir devant vous. 16 chapitres dans ce livre où vous abordez tous les aspects de cette génération qui fait tant parler d'elle, parfois en bien, parfois en mal. Vous dressez même, je dois dire, un portrait complexe, paradoxal, parfois un peu agaçant, de ces jeunes actifs qui vont entrer dans le marché du travail, sur le marché du travail dans les prochaines années. Ce sont donc de ces générations, de ces nouvelles générations dont nous allons parler ce soir avec vous. Ces générations qui veulent construire la culture de demain, l'entreprise de demain, l'économie de demain, la société de demain, bref, en quelques mots plutôt, le monde de demain. Mais avant de vous céder la parole, pour que nous passions un excellent moment à vos côtés et de laisser aussi la parole à Laurent Noël, notre parrain, pour introduire un peu plus en détail la thématique de cette conférence, je veux vous dire, cher public, l'émotion qui est la mienne à l'heure où débute la dernière conférence Isegoria de l'année. C'est toujours avec plaisir, toujours avec enthousiasme qu'avec mon équipe, nous avons œuvré tout au long de cette année pour vous proposer ces conférences, ces débats, avec ces personnalités prestigieuses, toujours expertes dans leur domaine, et je crois que nous en faisons encore la démonstration ce soir en vous invitant, cher Olivier Rollo. Ces conférences, elles sont tout simplement possibles grâce à vous, cher public, et pour ces raisons, je veux vous en remercier et je veux espérer que nos conférences ont été pour vous source d'enrichissement. Je veux profiter aussi de cette tribune pour remercier toutes celles et tous ceux qui participent à l'organisation des conférences. C'est un travail d'équipe réel. Merci d'abord à Laurent Noël, notre parrain, cher Laurent, qui nous accompagne tout au long de l'année. Vous nous apportez votre expérience, votre savoir et votre expertise, et pour cela, nous vous remercions. Merci aussi à Axel Chevy, la responsable de l'événementiel d'Audencia Group, et Céline Braque, sa collègue. Je veux leur dire mes vifs et sincères remerciements, ma gratitude pour l'année que nous avons passée ensemble. Elles sont dans l'ombre les architectes de la réussite de l'ensemble des conférences, et c'est en confiance que j'ai travaillé avec elles tout au long de l'année, et ça a été un grand plaisir que d'être à leur côté. Je pense aussi à elle, à Franck Dormont, le directeur de la communication d'Audencia Group, à Fred Sénard, toujours fidèle au poste, pour leur travail. Merci à tous. Enfin, c'est pour mon équipe que je veux adresser mon dernier mot, en les remerciant tout chaleureusement et en les félicitant pour le travail qui a été les leurs tout au long de l'année. Avec constance, vous avez honoré la 20e saison Isegoria. Félicitations à vous, je suis tout simplement fier de vous. C'est désormais à l'équipe 2015 qu'on laisse la place. Ils ont l'honneur de mener à la destinée de cette association et je ne doute pas un seul instant, je vous le dis, que leur mandat sera d'une réussite exceptionnelle. Je veux vous adresser tous mes vœux de réussite et de succès. Cher public, à toutes et à tous, cher Olivier, mesdames, messieurs, je veux vous souhaiter une excellente conférence et une excellente soirée à Audencia Nantes. Merci. Merci, cher Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour une nouvelle conférence Isegoria. Alors à moi, à mon tour, de remercier chaleureusement, évidemment, Julien et toute son équipe avec lesquels nous avons pu travailler efficacement et très agréablement pendant toute l'année. C'était une année vraiment très enrichissante et très agréable pour toute l'équipe, je pense, d'Isegoria et l'équipe d'Audencia qui donne un coup de main. Mais les choses se font à l'initiative des étudiants, sous l'impulsion et sous l'énergie des étudiants. Et pour ça, je tiens à les en remercier parce que c'est pas un exercice facile. Nantes n'est pas si éloignée que ça de Paris, mais n'est pas non plus si proche qu'on puisse l'imaginer. Donc merci aussi à Olivier Rollo d'être présent. Merci d'avoir fait ce déplacement qui évidemment va nous enrichir puisqu'on est sur une problématique qui nous intéresse tous. Alors donc, le thème de ce soir, nouvelle génération, nouvelles aspirations. Je dois vous avouer qu'il a été pour moi assez difficile de préparer cette problématique qui est quand même relativement assez vaste. J'y ai réfléchi par une sorte d'anachronisme, avec mai 68. Et ce que j'avais envie de vous dire est la chose suivante. Nous vivons une époque formidable et à plus d'un titre.
1968, manifestation rue Gay-Lussac, donc tout le monde visualise la rue Gay-Lussac, qui se situe dans le 6e arrondissement à Paris. Les choses dégénèrent, barricade au milieu, d'un côté les CRS et de l'autre les étudiants. Du côté des progressistes, on a évidemment les étudiants, le pavé à la main. Du côté des conservateurs, on a évidemment plutôt les CRS, liberté versus autorité. 2014, on reprend les mêmes. On n'a pas toujours des affrontements, mais imaginons, on reprend les mêmes. Le progressisme est du côté des CRS et le conservatisme est plutôt du côté des manifestants. C'est-à-dire, je vous prendrai pour exemple le mariage pour tous. 1968, 3 semaines de grève générale des ouvriers. Aujourd'hui, les patrons sont dans la rue. Cherchez l'erreur. Alors, la génération actuelle peut-elle aspirer à davantage de tolérance envers les revendications profondes de chacun, les styles de vie, les préférences sexuelles, les libertés individuelles? Pas vraiment. C'est même le contraire, puisque, d'après les instituts de sondage, qui ne détiennent pas toute la vérité, mais qui quand même nous disent quelque chose sur l'évolution de nos sociétés, puisqu'un souhait d'autorité semble se manifester. Quid de la politique ? Alors les mots qui viennent à la bouche des quelques sondés que j'ai interrogés, c'était désenchantement, indifférence, voire rejet. Donc de là à conclure qu'il y a une dépolitisation de notre génération Y, notre nouvelle génération, il n'y a qu'un pas. A minima, ce qui semble se refléter, c'est une société du spectacle, pour emprunter le terme de Michel Debord, où communication se substitue à stratégie et à action. S'ajoute un sentiment d'impuissance nationale, puisqu'évidemment, nous savons tous que les leviers sont supranationaux, détenus au sein de l'Union européenne, au G20 ou d'autres organisations. Alors évidemment, ce constat n'est ni partisan, puisque évidemment il affecte les tendances, qu'elles soient de droite comme de gauche, tout en indiquant bien que évidemment les frontières ont tendance à s'estomper. La gauche mène une politique d'austérité, la droite n'a pas mené de politique libérale. Ça c'est pour le cas de la France. Donc je vous disais ni partisan ni national, puisque évidemment la situation de la France est ce qu'elle est. Mais si on examine plus en détail la situation anglaise, alors qu'il y a de la croissance, James Cameron est vraiment très contesté dans son pays. Et aux États-Unis, Barack Obama affiche une cote d'impopularité qui est grandissante. Quant à Matteo Renzi, qui est quand même un dirigeant politique très actif, lui aussi souffre pas mal de critiques et de grandes difficultés à mettre en place ses politiques. Voilà. S'ajoute l'absence de grands projets. J'en veux pour preuve la question de l'écologie, où en théorie tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose en matière d'écologie. On parle de transition énergétique, mais en pratique, peu de choses apparaissent au dire de cette génération Y. Alors qu'en est-il de l'économie ? Le travail d'abord, conçu comme une obligation, nécessité fait loi, qui peut-être devrait être un droit. S'il n'y a pas de croissance, autre question, faut-il le partager ? Ce qui irait potentiellement à l'encontre des propositions d'Emmanuel Macron qui consiste à revenir sur les 35 heures. L'idée qu'il y aurait comme ça, dans un espace territorial, un stock de travail et qu'il faudrait partager ce stock de travail. La question de la carrière. Alors, à l'heure de la transversalité des compétences et de l'impermanence des modèles économiques, penser en termes de carrière reste-t-il pertinent ? Et l'on retombe sur des aspirations personnelles. Comment faire coïncider ses valeurs, ses centres d'intérêt, avec une activité professionnelle ? À tout le moins, un dilemme, voire, et là, c'est pas forcément la génération Y, mais peut-être une génération plus expérimentée, la précédente, qu'on appelle la génération X. Et là, c'est plutôt des étudiants de l'exec MBA qui témoignaient en faveur d'une schizophrénie entre leurs valeurs personnelles et parfois certaines valeurs qu'ils rencontrent dans l'environnement professionnel. Nous vivons donc une époque formidable, car si aussi peu de champs de notre environnement social nous donnent satisfaction, comment ne pas imaginer que nous soyons si proches d'une évolution majeure ? Vous subissez aujourd'hui une situation
que vous me permettrez de qualifier d'ancien régime. Mais demain, les générations Y et X, donc c'est la fameuse génération X intercalée entre vous, génération Y, je dis vous, c'est un vous générique, puisque tout le monde dans la salle n'appartient pas à la génération Y, vous et les baby-boomers seront pleinement acteurs du changement. Notre meilleur espoir procède de la pyramide des âges, qui va faire tourner la roue du pouvoir. Puissions-nous cependant ronger notre frein et garder une fibre collective en résistant aux sirènes du salut individuel, sinon individualiste. Ce défi vous semble utopique et impossible à relever. Croyez-vous que Gorbatchev ou Deng Xiaoping envisageaient avec décontraction de réformer leur empire? Empire si verrouillé. Quelques bastilles nous attendent, soyez impatients, exigeants et solidaires. Cher Olivier Rollo, pardonnez-moi cette introduction si peu habituelle par sa subjectivité. Je vous laisse avec grand plaisir la parole pour un propos plus scientifique sur les aspirations de nos chères têtes blondes, si toutefois elles daignent laisser refroidir leur smartphone quelques instants. Bien, merci pour cet accueil chaleureux. Pour tout ce que vous avez dit sur moi, Julien, effectivement, je fais très jeune, j'ai plus de 92 ans maintenant, donc j'ai effectivement trouvé le secret de la jeunesse éternelle, de trouver le moyen de rester à parler de la jeunesse et à s'intéresser aux générations. J'ai écrit ce livre quand j'étais au Monde, et je commençais à m'interroger sur ce qu'étaient ces nouvelles générations dont on parlait énormément à l'époque, à partir des années 2000. Parce que jusqu'à présent, on parlait de la jeunesse comme un état normal, et d'un seul coup, on dit qu'il y a une génération Y ou Y, parce que Y, Y, et on commence à écrire, à faire de la sociologie dessus, les entreprises s'interrogent, qui sont ces jeunes qui, dans un monde où on dit qu'il n'y a pas de boulot, finalement, sont très, très exigeants, demandent beaucoup plus de responsabilités, challenge l'entreprise, challenge leurs écoles, leurs universités. Donc j'ai écrit ce livre en m'appuyant sur pas mal d'études et j'ai fini par accepter l'idée qu'il y avait effectivement une génération un peu différente, mais que c'était quand même la société qui changeait, mais qu'au sein de cette société, il y avait ceux qui étaient forcément encore plus dans le changement que les autres, comme vous le disiez, et ce sont ceux qui sont nés après les années 80. Alors on verra après qu'il y a aussi des nouvelles générations qui sont en train de naître, qui sont nées à partir des années 95, 2000, qui seront sans doute encore très différentes. Alors voilà, comme vous voyez, aux États-Unis, il y a une abondante production de livres et d'études sur la génération Y, pour les dummies, pour les nuls, pour les générations Y, pour les boomer babies, et puis beaucoup d'études comme celle qui est en bas, qui est une étude très récente menée sur les millennials par un grand cabinet, l'INSEAD, dans le monde entier pour essayer d'étudier ces nouvelles générations. C'est dire si c'est un sujet important. Dans le monde entier, les cabinets de consulting, les entreprises se disent comment on va vous gérer. Alors, vous n'êtes pas tous de la génération Y, mais pour ceux qui sont étudiants ici, ils en sont. Ils se demandent comment on peut utiliser vos compétences au mieux, ne pas les gâcher et pas se retrouver dans la situation d'avoir embauché très cher un jeune qui, au bout de 2-3 ans, s'en va en disant « je m'ennuie, c'est pas intéressant », pour rester poli. Et ça, c'est un vrai problème pour les entreprises. Et c'est aussi un problème en formation. Enfin, ici, comme ailleurs, on essaye de vous former un peu différemment. On essaye de vous rendre plus actif dans votre formation, moins passif face aux cours. Parce que vous avez, comme beaucoup là, leur ordi à dispo et que forcément, si vous vous embêtez, vous allez regarder votre ordi et qu'en plus, vous allez vérifier ce qu'on vous dit. Donc si moi, le prof, je dis quelque chose qui est obsolète, faux, ancien, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Donc une nouvelle façon d'enseigner, une façon de travailler. Alors je vais vous montrer une petite vidéo qui a été faite il y a 2-3 ans et qui est assez sympa pour montrer la différence entre les générations. Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Pourquoi Y? Parce que celle d'avant, des gens nés entre 1960 et 1980, s'appelait la génération X. X parce que paumé, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute du mur. Alors qui suis-je si je suis né entre 1980 et 2000? Eh ben, je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur, ni les menaces de bombes atomiques, et souvent je me pense plus intelligent que mes parents. Y pour why, parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre s'il m'amène à me demander « Hein? Mais pourquoi ?»
En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement ADSL 56K, 1 heure par mois. Quoi? 1 heure par mois? Ah ouais, d'accord. C'est là où j'ai appris que l'icône c'était un labrador, que j'ai chatté sur Caramel, MSN, Skype, puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Imul, puis Torrent. À l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310, je trichais en cours avec ma TI 89, et j'écoutais mon iPod à la récré. Ou mon mini-disque. Ou le Discman. Walkman. En terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà 2 vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en peer-to-peer. Je n'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia, mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma 3e main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il le faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis, et j'aspire à le changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Sinon, je fais des smileys aussi. Alors voilà, c'est une vision de la génération Y intéressante, mais ce n'est pas la seule. Hein. C'est vrai que c'est souvent les réseaux, tout ce qui est techno qu'on met en avant. Mais moi, ce que je mettrais en premier, c'est ça. C'est un enfant désiré, parfois adulé. Quand on est né il y a 20 ans, et moins de 20 ans et un peu plus, on est forcément plus ou moins été désiré par ses parents. On est né dans une famille qui avait envie de vous voir naître et qui finalement a construit toute l'identité de la famille autour de ses enfants. L'enjeu est phénoménal pour la famille et les jeunes sont au cœur de cet enjeu. Ce qui n'est pas toujours simple, hein, parce que finalement, c'est une liberté totale qui a été donnée à cette génération par rapport à la précédente, la mienne, mais qui n'est pas facile à gérer non plus, parce qu'il y a forcément des moments de tension. Et ces moments de tension peuvent être exacerbés, et en général, ils naissent pour des problèmes d'orientation, de travail, de réussite scolaire. Bon, quand on est à Audencia, on n'a pas trop vécu ça, mais de toute façon, c'est là qu'il y a eu ces tensions, parce que cet enfant qui a adoré est un enfant à enjeu, et l'enjeu est tellement fort pour la famille que l'échec de l'orientation, l'échec de la réussite scolaire, l'échec ensuite qui risque d'arriver dans la réussite professionnelle, crée des tensions énormes contre lesquelles il faut lutter. Donc toute la famille va se mettre autour de cet enfant, de ses enfants, va donner des cours particuliers, va donner des cours en plus pendant les vacances, va faire des séjours linguistiques. Enfin bon, il va y avoir un investissement énorme de la famille autour de cet enfant qui est aimé, désiré, adulé quelque part. Le problème, c'est que derrière, l'école, l'entreprise ne sont pas forcément dans la même problématique. Certes, elles aiment leurs salariés et leurs étudiants, mais pas forcément dans les mêmes conditions que celles forcément de parents dans des familles souvent de petite taille, aussi des familles recomposées parfois, ce qui pose d'autres soucis. Et donc cet enfant de la génération Y, dans le monde entier, en tout cas dans tout le monde occidental, mais aussi en Chine, hein, puisqu'on va même en Chine sans doute encore plus loin, puisqu'on a dans des pays d'Asie où on a des familles de très très petite taille, souvent des enfants uniques. On voyait il n'y a pas longtemps dans des sondages que les enfants qui avaient le plus de mal au monde à vivre la frustration, c'était les enfants chinois. Beaucoup plus que les Américains ou d'autres enfants occidentaux qui paraissent adulés, mais qui sont finalement beaucoup moins qu'un enfant chinois. Donc mine de rien, il y a quand même une concordance de temps et d'espace sur la génération Y dans le monde entier. Et c'est pour ça que les études sont faites, enfin dans le monde entier, dans le monde développé entier, les études qui sont faites sont assez concordantes sur beaucoup de points. Bon, il y a toujours le point où les Français sont les plus pessimistes du monde, mais ça, c'est à tous les âges. Hein. Bon, c'est pas spécialement pour la génération Y, mais c'est aussi vrai pour les jeunes Français qui, paradoxalement, ont une vision assez négative de l'avenir de la France et de leur pays, mais assez positive d'eux-mêmes. Bon. Comme quoi, ils pensent que, et on revient au sujet adulé et aimé, ils pensent qu'ils vont pouvoir vivre bien parce qu'autour d'eux, il y a une cellule familiale, il y a un environnement qui permet de bien vivre. Et d'ailleurs, on le voit dans d'autres pays. Enfin, en Espagne, si, en dépit d'un chômage endémique fort et des jeunes qui trouvent peu de boulot, la société survit, c'est parce que la cellule familiale est forte.
Et c'est un des points importants en France, avec la manière, c'est qu'il y a un phénomène possible, c'est de retourner chez ses parents à tout âge. Hein. Bon, pas à tout âge, pas toute sa vie, mais c'est un des phénomènes qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'on prend son envol, on part travailler. Pour X raisons, on n'a plus de revenus et les parents sont toujours là, accueillants. Avec un peu de bol, ils n'ont pas vendu l'appartement, la maison, il y a toujours de la place. Et on peut revenir tout au long de sa vie. Donc c'est vrai que cette cellule familiale, cet enfant adulé et aimé, permet de créer un environnement relativement préservé, mais qui pose parfois des problèmes quand on entre dans la vie active et qu'on est confronté à un environnement qui est moins forcément centré autour de soi. Parce que c'est aussi, la génération Y est aussi enfant du divorce et du CDD, et ça c'est beaucoup moins drôle. Ça crée d'autres tensions, entre autres l'impression que rien n'est vraiment acquis, dans des cellules familiales qui ont pu exploser, qui sont recomposées. Donc un gros besoin de se rassurer qui va parfois générer une génération contrat, qui va demander d'avoir des garanties à chaque instant pour être sûr que son investissement est réussi. Les générations CDD, ben là c'est clair, les dernières stats là-dessus sont éclairantes. On est en train de créer en ce moment un emploi CDD massif dans lequel il va falloir s'inscrire. Mais bon, il faut positiver aussi, hein. Après tout, beaucoup de jeunes aussi disent je n'ai pas forcément envie d'avoir tout de suite un CDI à vie, j'ai envie de voir plusieurs entreprises, j'ai envie de voyager. Comme vous le disiez, ils s'adaptent bien. Et ça, c'est très important de le signaler. C'est un signe de la jeunesse, mais c'est aussi quelque chose qui fait parfois peur aux générations précédentes. C'est de se dire ils ne se battent pas forcément pour préserver des acquis. Oui, mais ils s'adaptent. Et on s'adapte de plein de façons à un monde un peu différent dans lequel on peut plus voyager, on peut plus vivre d'entreprise, peut-être plus de vie, mais forcément avec un impact fort d'être derrière, pas forcément dans l'emploi toute sa vie, de vivre des continuums en CDD, des CDI qui s'arrêtent, enfin un environnement professionnel qui n'est pas facile et en France l'est de moins en moins. Alors voilà, là, je l'ai mis en troisième parce que je ne voulais pas commencer par ça, parce que c'est comme ça qu'on vous voit, enfin qu'on voit la génération Y. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que quand vous voyez dans la vidéo, quand vous naissez, d'abord Internet démarre surtout à la fin des années 90. Au début, il y a 10-15 ans, on est sur des liaisons relativement peu fiables. Vous avez vu en 15 ans comment on a progressé, comment on est passé d'un Internet relativement peu utilisé et qui était à peine mieux qu'un Minitel, à un environnement où on n'imagine plus de ne pas vivre toute sa journée avec son écran allumé et sa jolie pomme sur son écran. Donc en quelques temps, ça a changé formidablement. Non, je ne regarde personne en particulier. Ça a changé formidablement. On a su utiliser ces ressources qui sont le signe de votre génération. Je ne parle pas pour tout le monde, je parle pour les Y, pardon, je sais qu'il n'y a pas de Y dans la salle, le signe de cette génération, et que les entreprises, finalement, admirent et demandent. C'est aussi pour ça que les entreprises ont besoin des jeunes générations. Et parfois, elles s'imaginent que ça va être encore plus formidable que ça sera, parce que forcément, vous êtes né avec ça. Alors, encore une fois, ce n'est pas tout à fait vrai. On va dire que la génération Z, la suivante, est vraiment née avec l'Internet au bout des doigts, est vraiment née avec la 4G, est vraiment né avec la possibilité à chaque instant d'être en contact avec le monde entier. Ce n'est pas tout à fait vrai, et ça peut faire encore une génération encore plus connectée, encore plus différente que celle que vous êtes et qu'on voit ici. Bon, donc le bébé qu'on voit là est à peine caricatural, parce que à la fin, je vous montrerai une vidéo où on voit un bébé, un enfant qui est sur un iPad. Mais bon, on n'en est pas tout à fait là pour la génération Y encore. Mais c'est ça qu'on attend d'elle, ce côté connecté, hyper connecté et toujours en rapport. Et maintenant, on voit dans les entretiens d'embauche aux États-Unis, la façon dont on travaille sur les réseaux, la façon dont on se tient au courant, est largement aussi demandée que les connaissances qu'on a. Dire vous avez tant de personnes que vous suivez sur Twitter et lesquelles, parce que ce secteur vous intéresse, devient aussi important que le diplôme qu'on a. On doit faire ses preuves toute sa vie et les preuves, on les fait en réseau aujourd'hui. On ne travaille plus tout seul. On n'est plus là à se dire « je suis le seul à avoir la connaissance ». Au contraire, on est quelqu'un de valable parce qu'on donne la connaissance aux autres. Parce qu'on tweete le plus rapidement possible, quant à faire une information vérifiée, mais on tweete le plus rapidement possible pour que les autres soient au courant. C'est un complet changement de vision par rapport à celle qui était auparavant, où la connaissance était thésaurisée, où on voulait être celui qui savait. Aujourd'hui, on veut être celui qui donne le plus de connaissances et qui travaille le plus en réseau.
et Quant-à-faire qui est au centre de ce réseau, et avec autour de lui, par Twitter, Facebook ou autre, tout un réseau de personnes qui peuvent aller dans le monde entier ou LinkedIn, avec lesquelles il sera connecté. Alors, là, on entre dans ce qui est aujourd'hui... vous voyez l'image, hein, c'est un vieux film dans une vieille université américaine avec Robin Williams qui essaye de faire comprendre aux étudiants qu'ils peuvent être un peu plus acteurs de leur formation. C'est pas évident de se dire on va pas supprimer l'amphi est toujours utile, mais on va profiter au maximum des cours en présentiel pour aller à la rencontre de l'enseignant et lui poser des questions sur des points du cours qu'on a déjà appris avant. Ça s'appelle un peu la classe inversée. Donc on arrive en cours, on connaît déjà le cours, c'est ce qu'on fait aux États-Unis de façon assez classique, et on va poser, essayer d'aller plus loin, parce que finalement le temps de présentiel de l'enseignant est très cher, enfin l'enseignant coûte de plus en plus cher, surtout dans les écoles de management où des profs de finance ont un coût assez exorbitant. Enfin bon, je dis ça, mais bon, je dis rien. Donc, Quant-à-faire, autant que le temps passé avec ce prof soit pas 3 heures à écouter le livre qu'il a écrit, Quant-à-faire, autant que ça soit un temps où on profite de son expertise, de ce qu'on n'a pas compris, on crée un véritable contact. Surtout après 2 ans de prépa, ça vaut quand même le coup d'être un peu plus acteur de sa formation. Ça, c'est quelque chose qui est un vrai bouleversement, comme la pédagogie par projet, où on travaille sur des projets qui permettent d'acquérir des compétences, plutôt d'avoir les compétences d'abord. Enfin, tout ça, c'est en train de changer l'enseignement, mais à petites touches. Quand on en parle, enfin tout le monde en parle, mais après, il faut que les enseignants aient envie de le faire. Ça les remet souvent en cause dans leur pratique, et ce n'est pas forcément tous qui ont envie de le faire. C'est vrai qu'à cet instant-là, si j'avais pu bosser avec vous avant, sérieusement, j'aurais sorti une question sur un boîtier, sur mon smartphone, et vous auriez pu répondre avec vos téléphones, et vous auriez pu comme ça participer, et j'aurais tout de suite compris ce qui vous avait intéressé ou pas dans cette conférence, sur quoi on pouvait s'appuyer. Donc il y aurait une vraie interaction avec la salle qui commence à avoir lieu dans un certain nombre d'enseignants. J'étais dans des labos dans une autre école de management la semaine dernière, où vraiment ils essayent de travailler avec ça le plus possible, essayer vraiment de créer l'interaction avec leur public, et que tous les quarts d'heure, on ait l'impression d'être l'acteur de sa formation, qu'on voit si on a bien compris le cours, et ça permet de créer une nouvelle ambiance de formation. Alors voilà ce qu'on attend de vous, c'est une génération innovation. Alors ça, s'il y a quelque chose qu'on entend à chaque instant, c'est que vous êtes une génération innovation. Clairement, la génération Y, les jeunes ont plus envie de créer leur entreprise. On voit que c'est devenu, dans toutes les écoles de management, dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, sinon une majeure ou une spécialité, du moins quelque chose qui est intéressant, qui intéresse les jeunes et qu'ils ont envie de faire. Mais c'est vrai que derrière, ce n'est pas forcément pour créer son entreprise. Déjà, être innovant, apprendre à être innovant, apprendre à travailler en groupe. Ce qui est encore une des grandes forces de la génération Y, c'est ce côté travailler en groupe avec des étudiants venus du monde entier, et ne pas, encore une fois, thésauriser, garder pour soi. Se rendre compte que finalement, une bonne idée qui est partagée avec 10 personnes, ça peut faire naître 100 bonnes idées, alors que sinon, c'est toujours que 10 bonnes idées. Donc voilà, cette génération innovation, on va vous le seriner, vous le dire. L'entreprise va vous dire, oui, vous êtes les bienvenus, on va vous aider, vous allez nous aider à innover. Bon, parfois l'entreprise à la française, qui reste très matricielle, avec un chef tout puissant, n'est pas forcément doué pour créer cette innovation. D'où les départs dont je parlais au départ, d'étudiants qui finalement sont déçus, se disent, bon voilà, on m'a dit que, mais j'entre dans cette boîte où finalement, j'ai juste à obéir. Vous le voyez parfois quand vous allez en stage, et ça c'est décevant, et c'est pas ce qu'on vous a demandé de faire, c'est pas ce pourquoi on vous a formé, et surtout, c'est pas ça qui fera la différence dans l'avenir et qui nous permettra de remonter le niveau. Donc voilà, on attend de vous de l'innovation, on attend de vous que vous soyez créatifs, travailler en groupe, mais on ne va pas forcément donner toujours les moyens dans l'entreprise de le faire, donc il va falloir s'imposer, peut-être créer sa propre entreprise, peut-être partir à l'étranger, de plus en plus d'étudiants le font. On doit être à peu près dans 20% des élèves des écoles de management qui partent à l'étranger ensuite. Mais enfin bon, là-dedans, il y en a un certain nombre qui sont déjà étrangers, donc c'est plus logique de les voir partir. Et ils vont pouvoir essayer de créer cette innovation, pas forcément en France. Alors on revient, j'ai pris une couverture du Parisien qui disait « Ils veulent tous être populaires », donc c'était sur les collégiens et les lycéens. Donc on revient sur la notion de réseau, de Facebook, MySpace.
ce qui ne doit plus exister, MySpace, Twitter, de tout cet environnement dans lequel on doit communiquer, on doit se mettre en avant, on doit être populaire, ce qui n'est pas toujours facile. Alors c'est vrai qu'on a énormément parlé de tous les soucis qu'il y avait eu, de tous ceux qui s'étaient brûlés les ailes à la popularité qu'ils ne pouvaient pas obtenir forcément. Bon, d'un côté, c'est la société. On est obligé, quand on a 15, 10 ans, 20 ans, d'entrer là-dedans, tout simplement parce que c'est à la limite d'être suspect pour un recruteur, de voir que vous n'êtes pas sur Facebook, là. Alors, si vous demande d'ouvrir votre Facebook, vous avez intérêt à qu'il n'y ait pas de photos un peu compromettantes. Mais si vous n'y êtes pas du tout, ça sera quand même un peu étonnant. Il se dira, mais est-ce que vous êtes vraiment de la génération? Est-ce que vous correspondez vraiment à ce que l'entreprise cherche aujourd'hui? C'est-à-dire des jeunes qui, finalement, ont une capacité à réseauter, à se balader dans le monde entier pour rencontrer virtuellement d'autres spécialistes. Donc, on a intérêt à y être, mais voilà, il faut faire attention et pas se brûler la peau, parce que son image, elle se brûle assez facilement. Alors, partager. Alors là, c'est quelque chose qui est devenu très populaire depuis 2-3 ans, l'idée qu'on partage tout. Alors c'est aussi une nécessité, hein, à partir du moment où on est dans un pays, où, sinon en crise, du moins, qui se porte moins bien, si on ne partage pas, on ne pourra pas garder son train de vie. Mais pour des jeunes générations, c'est plutôt posséder qui devient une aberration. Posséder un outil dont on ne se sert jamais, posséder une voiture avec laquelle on fait 3000 km par an, quel intérêt? D'où le succès impressionnant de ces sites où on partage son automobile, on partage la Place to Log, c'était pour partager des vêtements, partager des sacs Vuitton, enfin bon, etc., etc. Partager avec ses voisins, ça c'est vraiment, encore une fois, un phénomène générationnel très fort. Alors toute la société, encore une fois, est dans ce phénomène, mais les générations précédentes ont du mal à ne pas posséder. Ne pas posséder de voiture est très difficile pour les générations précédentes. Se dire qu'on partage tout, qu'on ne fait que louer, qu'on a de moins en moins chez soi de choses qui sont totalement à soi et qu'on accepte de les prêter facilement à d'autres, et pas simplement dans sa communauté proche, mais à des gens qu'on ne connaît pas forcément, c'est totalement novateur. Ça permet aussi de créer des contacts différents, de s'ouvrir, mais c'est un vrai phénomène générationnel dont on n'a pas encore fini de mesurer les effets. Si génération voyage, la génération multiculturelle, travailler avec des jeunes autour de soi du monde entier, dans des entreprises qui finalement vont recruter la génération actuelle parce qu'elle est capable de travailler dans un environnement multiculturel, parce qu'elle est capable de comprendre qu'on peut bosser dans des équipes avec un Indien, un Vénézuélien, un Suédois, et que ça crée de la valeur ajoutée. Ça, c'est une vraie différence. Et aussi cette capacité à voyager facilement, à se dire je peux aller pour pas cher avec EasyJet à Rome la semaine prochaine. Ça, c'est quelque chose de totalement novateur et qui fait encore une fois la différence et qui fait aussi le portrait de cette génération. Alors là, ce qui est plus étonnant, c'est l'image qu'on peut avoir de cette génération. Donc ça, c'était un sondage qui était il y a 2 ans, en 2012, par CSA, et c'était l'avis des 45-65 ans sur la génération, enfin sur les 20 ans aujourd'hui. Donc il était jugé largement instable, inquiet, égoïste, paresseux, ouvert au monde, avec l'âme du positif, curieux, ça c'est positif, enthousiaste moyennement, responsable pas tellement. Donc ça, c'est l'image que se font les générations plus âgées des générations plus jeunes. Mais bon, on pourrait faire ce sondage chez les Mérovingiens ou dans la Grèce antique, je pense qu'on aurait à peu près le même résultat. Ce qui était plus amusant, c'était l'image qu'avait eux-mêmes la génération de ce qu'elle était chez les 18-23 ans, parce qu'eux-mêmes se jugeaient paresseux, inquiets, égoïstes, instables, Dieu merci, ouverts au monde, curieux, tolérants un peu, mais pas tant que ça, et responsables pas terriblement. Donc c'était ça qui avait été le plus étonnant dans ce sondage, c'est pas l'avis qu'avaient les plus âgés, parce que ça on s'y attendait, mais les plus jeunes qui avaient une perception finalement, enfin oui, on va dire quand même assez négative, oui, enfin très négative, de même, qui n'est pas corroborée finalement par l'opinion qu'ont les entreprises qui ont envie de vous recruter, de les recruter, parce qu'elles pensent que vous apportez autre chose. Mais effectivement, la société envoie un visage tellement négatif aux plus jeunes que forcément, beaucoup d'eux-mêmes se posent la question de savoir s'ils ne sont pas aussi comme ça. Bon, c'est terrible à lire et à entendre, mais ce sondage était assez édifiant de ce point de vue-là. Alors, je vous passe une deuxième vidéo qui est sur la génération Y en entreprise.
qui est assez drôle aussi, je pense. Donc, attention, c'est parti. Asseyez-vous. Vous avez trouvé facilement? Oui, bien sûr, avec la fonction GPS de mon iPhone, pas de souci. Ah, bien, très bien, très bien. Bien, alors je vais vous remettre notre plaquette que vous pourrez consulter à tête reposée. Vous avez pas un CD plutôt? Parce que moi je suis pas très paperasse, hein, ça risque de moisir dans ma sacoche. Moisir dans votre sacoche. Alors, non, nous n'avons pas de CD, mais vous pouvez surfer sur notre site internet. Déjà fait? Ah, bien. Alors, écoutez, je vous propose que nous rentrions tout de suite au cœur du sujet. Ça me va. Combien? Pardon? Tu pourras penser à mettre les devis en attente avec les autres dans ma banette? Why? Pardon? Moi, je disais why? Enfin, pourquoi en anglais? Ah, oui, why? Parce que because, ça nous permet de mieux organiser les relances. Parce que si tu les gardes dans tes dossiers, on ne sait plus qui on doit relancer, tu vois. Ah, ok, j'ai compris. Ça marche? Et donc, t'as des devis en attente? Ouais, j'en ai quelques-uns, ouais. Why? Là, tu peux les mettre dans ma banette, alors. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Tu le fais pas? Ah, si, je vais le faire. Mais enfin, excuse-moi, il y a juste un truc, c'est quoi une banette? Mais enfin, Michel, qu'est-ce que tu lui reproches? Déjà, il croit tout savoir. Ensuite, il veut tout changer. Et enfin, il n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Ah. Mais enfin, Kevin, qu'est-ce que tu lui reproches? Alors déjà, il croit tout savoir, ensuite il veut rien changer, et enfin il écoute rien de ce que je lui dis. Voilà. Tu as vu l'heure? Bah non, pourquoi il est quelle heure? 11h30. Moi, je suis là depuis 8 heures. Ah ouais, déjà? Eh oui, déjà. Ah ok, mais alors c'est pour ça. C'est pour ça que je commence à avoir une petite dalle depuis tout à l'heure. On va pas tarder à déjeuner, hein? Mais enfin, Kevin, on peut te demander où tu étais? Bah ouais, chez moi, pourquoi? Pourquoi? Je commence à comprendre pourquoi on les appelle les Gen Y. Ils connaissent pas la gêne et ils passent leur vie à te dire why. Et c'est indiscret de te demander ce que tu faisais encore chez toi? Bah non, télétravail. Laurent a appelé pour demander à ce que ton rendez-vous soit avancé d'1 heure. Non, c'est pas vrai, il fait chier. Quelle heure il est? Bah voilà, je serais allé directement, moi, si j'avais su. C'est comme ça, mon Dieu. C'est un de nos plus gros clients. Hein. D'ailleurs, tu vas avoir le temps de repasser chez toi avant le rendez-vous? Hein? Ah non, ça risque pas, non? Pourquoi? Tu vas pas y aller comme ça. Pourquoi? Y a un blême? Non, mais tu comptes pas y aller dans cette tenue, faut quand même être sérieux. Bah quoi, qu'est-ce qu'elle a maintenu? Pour rien, mais... Enfin, c'est un de nos plus gros clients, quoi. Ouais, je vois pas le rapport, là. Tu vois pas le rapport. Tu sais ce que ça veut dire, un gros client? Bah ouais, c'est un client qui est enveloppé. Bon, enfin, qui est obèse, ouais, c'est vrai, il faut dire les mots. C'est pas possible. Alors, un gros client, c'est un client qui représente... Mais je plaisante, évidemment, je sais ce que c'est un gros client. Tu prends vraiment pour le dernier des crétins. Excuse-moi, mais pendant un moment, j'ai eu un doute. Hein. Écoute, Michel, je l'ai bien préparé, ce rendez-vous, ok? Maintenant, pour ce qui est de mon look, on vend pas du prêt-à-porter, que je sache. Donc, il se contentera de ma tenue et puis basta. Bien, alors nous allons faire un point sur cette première année. Alors évidemment, l'entretien d'évaluation est un moment d'échange entre un manager et chaque membre de son équipe. L'occasion aussi de dire un peu tout ce qu'on a sur le cœur. Tu vas pas être déçu avec lui. Pourquoi? On le fait pas toute l'année, ça? Ah si, bien sûr, mais là, on le fait de façon un peu plus formelle. Ah, ok. Enfin, moi, ça me gêne un peu, hein, le côté évaluation, là. Et voilà, toujours la même chose, toujours à tout remettre en question. Non, mais il n'y a pas de raison. Hein. On évalue ce qui s'est passé, on en ressort les points forts, les axes d'amélioration. Non, c'est très utile. Ok, faut voir. Alors, moi, ce qui m'intéresserait que tu me dises en 2 mots où tu en es et dans quel état d'esprit. Mais alors, vraiment de façon sincère. Hein. Je t'écoute. Bah, je m'emmerde.
Bon, alors c'est un peu caricatural, mais ça donne un peu l'esprit de ce que vivent pas mal d'entreprises. L'impression qu'elles ont d'avoir face à elles un public très différent, qui n'a pas trop envie de respecter un dress code, qui veut pouvoir travailler où il veut, quand il veut, c'est-à-dire chez soi si ça l'intéresse plus que de venir au bureau, qui n'a pas un respect des horaires assez phénoménal, et c'est quand même dur de dire je suis en retard, c'est normal, je suis un Y, ou de dire que Michael Jackson était mort, j'ai pas pu venir. Bon, mais c'est des DRH qui ont entendu ça et qui le racontent. Donc une génération qui est parfois dure à gérer pour les entreprises, à tel point qu'il y a quelques années, les MEDEF et la NDRH avaient édité un livre sur cette génération qui n'était qu'une suite de critiques totales où on se demandait s'il y avait la moindre possibilité de travailler avec eux. Heureusement, depuis, ça s'est arrangé. Ils ont compris qu'il y avait peut-être matière à réfléchir plutôt que la critiquer. Mais on voit quand même tous les problèmes que ça pose. Par exemple, sur le feedback, le retour, la génération Y a besoin d'être constamment, sinon rassurée, du moins conseillée. Donc elle a envie d'avoir des retours très réguliers de ses managers, ce qui prend énormément de temps, et des retours très réguliers qui ne sont pas des retours d'autorité, qui sont plutôt des retours de coach à élèves, à étudiants, à joueurs de foot, et qui ne sont pas dans des rapports d'autorité très forts. Donc une demande de compétence plus qu'une demande d'autorité. Et c'est vrai qu'en France, on n'a jamais tellement travaillé cette notion de leadership. On a parfois la tendance à penser que l'autorité, elle est incarnée parce qu'on a le poste. Or, pour la génération Y, c'est pas du tout comme ça que ça peut se passer. Le poste n'a aucune importance. Seule la compétence compte. Et le manager doit montrer à chaque instant sa compétence. Ce qui n'est pas toujours évident parce que bon, la somme d'informations qu'on lui demande, il ne l'a pas forcément lui-même. Et c'est très angoissant, là on revient à la génération CDD, divorce, c'est très angoissant de se rendre compte que son manager n'est pas en position de tout savoir et que finalement on n'a pas forcément les bonnes réponses, d'où la volonté, la possibilité de monter au-dessus du manager, ce qui pose d'autres problèmes. Enfin bon, ça pose énormément de problèmes RH qui sont difficiles à gérer, d'où ce genre de vidéos qui ont pu être faites ces dernières années. Parce que la génération Y veut être heureuse au travail. Wow. Et ça, c'est pas si évident que ça, je vous le confirme. En tout cas, il y a des hauts et des bas. En tout cas, il y a la volonté d'avoir un travail signifiant, c'est-à-dire un travail qui va vous apporter toute votre vie, au-delà de l'intérêt financier, un intérêt important du point de vue du développement personnel. C'est quand même logique, puisque la génération Y est celle qui est la mieux formée de l'histoire, donc forcément, elle a envie de plus de responsabilités, mais aussi d'être plus heureuse au travail. D'où des départs finalement dans des ONG, des départs dans d'autres boulots au bout du monde, pas forcément mieux payés, pour pouvoir se réussir dans une société où finalement l'importance de se réussir est devenue phénoménale, parce qu'on a tellement le choix, on a tellement l'impression que tout est possible, que si on n'y arrive pas, c'est qu'on est vraiment à rater. Donc il faut être heureux au travail. Et ben c'est pas simple pour l'entreprise de rendre heureux au travail ses salariés. Donc elle doit les aider, les challenger, les former, respecter des engagements. Et tout ça, elle a du mal à le faire, parce que finalement, les DRH, pendant 20 ans, avec la génération précédente, se sont dit, bon ben voilà, on a des cadres qui finalement tiennent essentiellement à garder leur boulot, et les petits jeunes qui arrivent ne vont pas nous embêter. Ben non, si, ils ont envie de faire différemment, et finalement, pour les mieux formés d'entre eux, ils ont la capacité à travailler non seulement en France dans beaucoup d'entreprises, mais à partir à l'étranger, ce qui en fait des cadres à chouchouter, des cadres à aider, mais à comprendre si on veut les garder et que l'investissement très lourd qui est l'embauche d'un cadre soit rentable. Alors là, c'est une étude récente qui est parue, dont je vous parlais sur les millénials, où on voit quels sont leurs choix, et donc à 64%, ce qui est important, c'est de trouver un épanouissement dans le travail. À 83% que la diversité, c'est la diversité culturelle. Voilà, une génération qui veut travailler autrement et qui ne pense pas que ça soit forcément le gouvernement qui a la plus grande capacité à faire évoluer la société, mais que c'est aussi dans les entreprises et chacun de soi. Donc là, c'est un thème intéressant sur tout ce qui est politique, où on est effectivement souvent marqué par un désinvestissement politique, mais plutôt par un investissement pragmatique dans des actions relativement
efficace sur le terrain. C'est pas du tout une génération qui se laisse faire, c'est une génération qui se base sur des thèmes précis. On l'a vu récemment en Hongrie, quand le gouvernement a voulu mettre des taxes très importantes sur Internet, où tous les jeunes hongrois sont allés dans la rue, ont protesté, et ont obtenu ce droit démocratique à aller voir l'information comme on le voulait, parce que finalement, derrière cette taxe sur Internet, c'était surtout l'impossibilité d'aller s'informer et sur ce qui se passe dans le monde qui était en ligne de mire du gouvernement. Et ben, la révolte a été immédiate, les réseaux l'ont permise, et ça a permis aux jeunes Hongrois de faire respecter un de leurs droits fondamentaux à aller sur Internet. Donc je reviens encore sur ce graphique, où on voit aussi quand même qu'il y a une idée de spécialisation. On ne veut pas rester généraliste, on veut se spécialiser. Enfin, il y a vraiment l'idée qu'il faut préparer sa vie, et il y a quand même une grande maturité là-dedans, contrairement à ce qu'on peut lire. Je trouve que c'est une génération finalement très mature, parce qu'elle se rend compte qu'il faut préparer son avenir, qu'il faut se former tout au long de sa vie, et qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on va vous donner dans l'entreprise, dans laquelle ils sont bien placés pour l'avoir vu être leurs parents. La confiance ne peut pas être absolue. Mais aussi l'importance, donc c'est en bas, work-life balance, 57% veulent que leur vie personnelle et leur vie professionnelle soient en adéquation, donc heureux au travail, mais aussi heureux dans la vie professionnelle. Là aussi, c'est un phénomène qu'ils ont vu avec leurs parents, divorce, parfois dû à une vie professionnelle trop importante, une balance vie privée-vie professionnelle pas réussie, et donc une demande très forte, qui a été longtemps une demande plutôt des jeunes filles, mais qui maintenant est une demande des jeunes filles comme des jeunes garçons, de se dire on veut avoir un épanouissement dans notre vie professionnelle, on veut pouvoir tout réussir. Et encore une fois, n'est pas si simple, mais en tout cas c'est une demande depuis toujours. Alors après, je posais la question au patron d'HEC un jour, Bernard Ramanso, qui me disait écoutez Olivier, franchement, si vous croyez dans nos générations précédentes, on disait qu'on allait laisser tomber notre vie personnelle. C'est pas vrai, d'accord, c'est pas tout à fait aussi évident que ça. Aucune génération a dit je ne m'intéresse pas à ma vie personnelle, mais c'est vrai que la balance entre vie pro et vie perso est devenue très importante du côté perso. Donc le temps passe et je voudrais qu'on ait du temps pour échanger, donc je vais aller assez vite. Le choc de génération que vous voyez dans la vidéo entre le salarié un peu plus âgé, pour lequel les horaires sont vraiment l'alpha et l'oméga, les salariés plus jeunes qui considèrent que seule l'efficacité est importante et que le temps de travail, ça peut être 24-24, c'est-à-dire qu'on peut emmener du travail chez soi toute la nuit, mais on peut aussi Facebooker pendant la journée. Et ça, c'est pas forcément facile à comprendre pour les générations plus âgées. Ce côté, on est dans une vie complète, on essaie de tout réussir et on mêle les deux. Et on a intérêt à le faire parce que l'information, elle peut arriver de ces réseaux perso. On a intérêt à se tenir au courant, mais on peut aussi travailler la nuit parce que les réseaux le permettent. On peut travailler partout, il n'y a pas de limite. Aux États-Unis, il y a des entreprises où on peut avoir autant de vacances qu'on veut. Bon, il faut peut-être se méfier, c'est aussi une façon de ne pas en prendre du tout. Mais il y a vraiment une notion de liberté dans le travail qui n'est pas forcément en rapport avec des horaires très précis. Donc je le disais au départ, je ne vais pas le refaire, cultiver son réseau est essentiel et c'est une marque générationnelle très forte. Le management et l'écoute, j'en ai aussi parlé, avoir un manager qui soit vraiment à l'écoute, qui soit toujours prêt à vous répondre, ce qui n'est pas du tout évident dans des fonctionnements classiques d'entreprise. Et cultiver son leadership, avoir des managers compétents, c'est sûr qu'on se sent plus en sécurité quand son manager est légitime, a fait ses preuves, que quand on a l'impression qu'il hésite, d'où l'importance de maîtriser très bien des spécialités et d'être un spécialiste. À l'écoute, je suis reparti en arrière. Hop. Ah, bon. Eh bien, je ne peux pas avancer. Non. Ah, il manque une... Ah, voilà, pardon, il y avait une vidéo là. Excusez-moi.
Alors, c'est pas ma fille, alors, pour tout vous dire, cette vidéo, je vous la présente plutôt pour finir la conférence sur une note un peu drôle, mais je me suis déjà fait allumer par des enseignants qui trouvaient que je cultivais la fin de l'écrit et le tout numérique. Ce n'est pas mon but, c'est juste de dire que forcément une génération qui sera née avec un iPad dans les mains aura d'autres comportements, qu'elle va travailler différemment et qu'il va falloir s'adapter. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté et on passe... Merci pour votre propos et pour vos explications. Au moins maintenant on sait qu'on prononce génération Y pour pourquoi. Aymeric, peut-être une première question ? Oui, alors une petite question. Est-ce que vous pensez que la génération Y va changer l'entreprise ou finalement au final ce sera l'entreprise qui va normaliser cette génération Y ? Je pense que l'entreprise doit changer. Je pense qu'on n'a pas tellement le choix en fait, qu'il va falloir amener dans chaque entreprise. Là, j'étais avec Antoine Amiel qui fait les French Touch de l'éducation et qui forme aussi des entreprises à devenir des start-up. Il va dans des entreprises et il leur dit « Vous avez oublié comment on se comportait en start-up, parce que vous avez 10 000 employés, 100 000 employés. Si vous voulez résister à la concurrence, il va falloir que chacune de vos antennes, de vos départements ait un comportement de start-up et on va vous apprendre à être des start-up. » C'est quelque chose que vous apprenez bien dans les écoles, votre côté innovant, entreprenant. Et je pense que les entreprises vont devoir toutes réfléchir comme ça. Donc, elles ont besoin de la génération Y pour se changer. Et vous avez parlé, on parle d'emploi, on peut aussi parler d'international. Selon vous, maintenant, où sont les sources d'emploi pour cette génération Y ? Est-ce qu'elle est à l'international ou est-ce qu'elle est encore dans les pays auxquels elles appartiennent à la base ? Ou voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Je fais une réponse Michou. C'est vrai qu'on parle souvent de fuite des cerveaux, on dit que trop de jeunes sont formés en France et partent. J'aurais tendance à dire que c'est très bien qu'ils s'en aillent un certain temps pour accueillir des compétences à l'étranger, pour aider des entreprises françaises à se développer à l'étranger, mais ça serait mieux qu'ils reviennent un moment. Voilà. Ça serait mieux qu'une fois devenus très compétents, habitués à travailler de façon multiculturelle, ils reviennent. Et c'est vrai que pour l'instant, l'augmentation du nombre de départs à l'étranger des étudiants, surtout formés dans les grandes écoles, n'est pas corroborée par un retour immédiat. Au contraire, ils vont passer peut-être toute leur vie à l'étranger. Bon, pourquoi pas, hein. Après tout, on reçoit aussi beaucoup d'étrangers en France, on les forme, ils restent. Bon, voilà, c'est un échange, hein. C'est notre façon de voir le monde. Et c'est vrai que je pense que cette première expérience à l'étranger, en tout cas, elle est super utile et elle fait la différence sur un CV. Peut-être. Non, moi je m'interrogeais sur cette génération Y. Vous considérez que c'est finalement l'ensemble du spectre, c'est-à-dire tous les jeunes nés entre 1980 et 2000, ou est-ce qu'on est plus restrictif ? Parce que j'ai l'impression, d'après votre présentation, qu'on est quand même plus restrictif. Alors là, c'est la question qui tue, et à laquelle les sociologues répondent que non, on ne peut pas travailler uniquement en fonction de génération, qu'il y a forcément des strates, des CSP, des catégories socio-professionnelles. Et les Y dont on parle, c'est un peu ceux qui ont eu la chance de pouvoir vivre dans le monde le plus ouvert, le plus multiculturel, le plus bien formé, etc., etc. Bon, d'un autre côté, il y a plein de points communs quand même dans la génération Y. Hein. Qu'on ait fait une grande école ou une formation moins élevée, forcément, on a quand même des référents culturels qui sont les mêmes. Mais c'est sûr qu'on aura moins de chances de passer des années dans sa vie à l'étranger, à voyager, à avoir des parents qui vous emmènent, qui vous apportent de la culture, selon les catégories dans lesquelles on est. Donc voilà, il n'y a pas qu'une génération Y, c'est clair. Et là-dessus, c'est la limite de la réflexion sur la génération Y. Et ces générations, justement, on parle d'éducation, vous l'avez dit, elles veulent absolument, Twitter, vous en parliez, elles veulent absolument diffuser du savoir en permanence, être source de savoir, mais est-ce qu'elles sont justement capables de recevoir ce savoir ? Parce que c'est un peu, vous en parliez, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Oui, non, c'est compliqué, parce qu'effectivement, le savoir est tellement facile à portée de main, et Wikipédia est tellement facile à utiliser, mais ça ne peut pas être sa seule source. Sinon, on n'apporte pas de plus-value. Enfin, c'est bien le but de la recherche. S'il y a encore des chercheurs, c'est que tout n'est pas accessible, c'est qu'il y a des choses à découvrir. Et que se contenter
de ce qu'on a sur Wikipédia, qu'on doit écrire. Enfin bon, moi je reçois des journalistes stagiaires parfois. Ils reprennent des choses de Wikipédia, ils oublient de le mettre entre guillemets, ils vont pas chercher plus loin, et quand je leur dis c'est très bien, mais j'aimerais bien avoir un point de vue différent, il y en a forcément un, j'aimerais des interviews, j'aimerais en savoir plus, ils sont parfois un peu surpris. Parce qu'effectivement, il y a une facilité telle d'obtenir de l'info qu'aller plus loin ne paraît pas évident. Et pourtant, c'est indispensable, parce que sinon, on n'a pas de plus-value. C'est un se contente de dire, voilà, j'ai lu sur Wikipédia, plus-value zéro. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de spécialistes, d'enseignants-chercheurs, on a besoin d'aller plus loin. Vous voulez dire que c'est en fait une espèce de nuance entre l'accès à l'information et l'accès à la connaissance. C'est-à-dire que l'information, on y a accès très rapidement. Par contre, la connaissance, c'est beaucoup plus long et c'est un cheminement qui demande plus de persévérance et plus d'investissement. Oui, voilà, et il faut être formé à ça. C'est pas parce qu'on est digital native qu'on sait aller trouver la bonne info, qu'on sait faire la différence entre... je ne sais pas, il y a quelques semaines, on croyait qu'il y aurait 3 jours entiers où il ferait noir à la fin de l'année. Et plein de gens l'ont cru. Parce qu'il y avait un vague site qui avait donné l'info, que plein d'autres sites l'avaient répété. Donc moi, mes enfants m'en ont parlé. Je leur ai dit, vous avez vu ça sur quel site? Et effectivement, ils se sont rendus compte que l'info donnée sur ce site machin était forcément sujette à caution. Elle aurait été sur le site du Monde. Bon, je ne dis pas que le Monde ne fait jamais de conneries. Ça peut arriver. Mais enfin, quand même, il y a un processus de vérification de l'info qui est plus important. Et ce processus, on doit tous l'avoir en tête parce que la somme d'infos qu'on a à dispo est tellement phénoménale que si on croit tout ce qu'on nous dit, et en plus qu'on réagit très vite parce qu'on se dit, voilà, il faut que je sois le premier sur Twitter à dire... si je suis le premier à dire qu'il va y avoir 3 jours où il va faire noir à la fin de l'année, oh là là, tout le monde va se dire mais comment tu as eu l'info? Bon, sauf que l'info elle est totalement fausse et qu'il faut s'en méfier très souvent et de plus en plus. Et la différence, ça va se faire de plus en plus là-dessus, sur la capacité de spécialistes à voir la bonne info de la mauvaise info et d'éviter les pièges dans lesquels on sera de plus en plus sujet à entrer parce qu'il y aura de plus en plus de désinformation et la différence se fera sur cette capacité d'un spécialiste à très rapidement voir ce qui est juste, ce qui est faux. Et il faut travailler là-dessus à tous les niveaux si on veut réussir aujourd'hui. Peut-être du coup on va laisser la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? On a une question ici en bas là. Voilà. Bonsoir, donc je suis Valentine Jabier, je suis étudiante en dernière année ici. Donc merci pour votre exposé qui était vraiment très intéressant. Au début, vous avez parlé justement de la génération Y en disant qu'on était un peu désabusé de la politique et qu'on ne croyait plus vraiment à la politique aujourd'hui. Donc je voulais vous poser la question, un politique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devrait dire aux jeunes pour les intéresser ou pour comment ils se sentent, enfin, ils se reconnaissent dans le discours politique actuel? François Hollande avait très bien réussi, on le voyait au début dans la première vidéo. Il avait très bien réussi parce qu'il avait l'air d'être pragmatique, d'être honnête, de ne pas promettre forcément des choses impossibles. La déception est un peu totale derrière, parce que le peu qu'il a promis, il n'a pas réussi à le faire. Donc voilà, mais à un moment... les jeunes, d'abord, ils ont pas mal voté à la présidentielle, enfin, ils votent beaucoup au présidentiel en général. Ils ont beaucoup voté pour François Hollande. Ils n'ont pas voté, alors ils ont pas mal voté quand même Front National, il faut l'avouer, pas du tout à l'extrême gauche. Et là, pour le coup, on a vraiment des catégories socio-professionnelles. On retrouve plus des jeunes de catégories en difficulté qui ont voté Front National, comme leurs parents. Pour le coup, on en retrouve bien plus des strates de catégories que d'âge. Alors maintenant, trouver ce qui peut parler aux jeunes, je pense qu'il faut être pragmatique. Faut se dire que finalement, on est dans une société, je ne dis pas qu'on a tout obtenu, mais on a peut-être tout à perdre. Et donc, les débats qu'il va y avoir, ça va plus être sur regardez la Hongrie, encore une fois, on a un gouvernement relativement autoritaire qui veut... de façon assez maligne, ne veut pas fermer Internet, mais veut mettre des taxes importantes pour qu'on y ait moins accès, parce que mine de rien, il a mis la main sur la plupart des journaux, sur les télés, qu'il est en train de sortir d'un environnement démocratique classique. Et donc la jeunesse, elle se bat pour préserver un droit, qui est le droit à la démocratie. Et dans les années à venir, je crains que les combats soient plus là-dessus, sur la façon dont on essaye de restreindre des droits. Alors après, il y a une demande d'autorité aussi parfois. Donc les hommes politiques, ils vont plus être des personnes à lesquelles on va s'opposer parce qu'ils vont vouloir restreindre des droits que des personnes qui vont proposer.
Je le crains. Et pour aller plus loin, quel doit être le rôle politique de cette jeunesse, du coup ? Elle doit essayer de préserver des acquis qu'elle a obtenus, enfin qu'elle a obtenus, que mine de rien, leurs parents, voire grands-parents ont obtenus, et quand même une formidable liberté. Je ne sais pas si vous avez regardé des émissions sur le droit à l'avortement ces dernières semaines. Il y a encore 30 ans, il y a des femmes qui mouraient, et c'était quand même relativement courant. En 30 ans, c'est quelque chose qu'on a oublié pour entrer dans une phase où, mine de rien, on peut bénéficier d'une liberté à tous les points de vue. Ça va être le débat des années à venir, savoir jusqu'où ces droits, il faut les préserver, quels droits vont être menacés, comment, dans une société qui en demande d'autorité, c'est clair, on va préserver ces droits. Ça va être des débats, à mon avis, importants et qu'on commence à voir. Bon, je ne suis pas là pour parler d'Emmanuel Zemmour, mais ce n'est pas du tout le sujet. Mais bon, le succès d'un livre comme ça appelle une réflexion sur ce qu'est la société et comment les gens l'aperçoivent, alors que finalement, on bénéficie d'une liberté absolument phénoménale. D'autres questions dans la salle, au premier rang ? Oui, bonsoir. Vous avez beaucoup parlé d'éducation. Je voudrais avoir votre point de vue sur l'arrivée et les conséquences d'arrivée au sein de l'éducation nationale de jeunes issus de la génération Y. Comment est-ce qu'ils vont être capables de, à votre avis, modifier cette grande institution, ou est-ce qu'ils vont être complètement assimilés par le mammouth ? En tant qu'enseignant demain parce que... Bien sûr, oui, puisque voilà, il va y en avoir des dizaines, ils viendront tous de cette génération-là. Oui, je pense qu'on peut quand même positiver au global. Même s'il y a des enseignants-chercheurs qui n'ont aucun sens de la pédagogie et qui sont pour autant jeunes, on constate globalement que les jeunes qui arrivent en ce moment dans le milieu de l'éducation nationale ont une vision différente, sont moins idéologiques, ont plus envie de réussir avec leur classe, sont plus pragmatiques, sont plus prêts à utiliser des nouvelles technologies. Donc je serais assez optimiste. Voilà. Il faut l'être parce que c'est quand même la seule chance qu'on a, c'est de se dire qu'on va avoir des jeunes générations d'enseignants qui vont pas avoir peur d'aller vers les élèves, de travailler avec eux, peut-être être plus d'autorité, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément un problème d'autorité ou de complémentarité, mais avec des outils nouveaux. Enfin, on a des outils maintenant, le bébé qu'on voyait, ça sera sûr, il aura envie de travailler avec une tablette demain. Donc si on veut trouver les outils pour le faire, ça vaut le coup, et beaucoup de classes arrivent à le faire. Il y a énormément d'innovation aujourd'hui. Le problème, c'est que cette innovation est celle d'enseignants qui finalement font ça dans leur coin, sont peu aidés par leur établissement. Alors, je parle des établissements publics. Dans les établissements privés, il y a déjà quand même une collectivité. Mais dans le public, bon, un enseignant novateur, je ne dis pas qu'il va être mal vu, si parfois d'ailleurs, mais il sera rarement bien vu. Donc il faut vraiment que ces enseignants jeunes qui ont envie de changer les choses, ils trouvent en eux-mêmes les ressources. L'institution ne les donnera pas. Donc voilà, je suis optimiste, mais avec raison. D'autres questions ? Bonsoir, j'ai une question qui porte plus sur les questions d'orientation. Au vu de votre expérience à l'étudiant et de tout ce que vous venez de nous dire sur la capacité qu'auront les jeunes à changer de métier plusieurs fois, à ne pas être carriéristes, etc., que pensez-vous de l'orientation telle qu'elle existe aujourd'hui et comment elle devrait évoluer ? C'est pas le sujet sur lequel l'éducation nationale est la meilleure. On subit son orientation plus qu'on la décide. On est toujours en échec de quelque chose, finalement. C'est ça le problème de l'orientation. On est toujours frustré, finalement. Pourquoi ? Alors d'abord parce que c'est un peu la façon dont l'enseignement est fait en France, où on est rarement positif. Si on n'est pas entré à Polytechnique, seulement à Centrale, on est moins bon. On n'est jamais très bon parce qu'on est déjà entré à Centrale, etc., etc. Donc c'est un problème à la base de façon de considérer les choses. Tout à l'heure, j'étais allé visiter les labos de Centrale à côté. Ils travaillent beaucoup sur des éoliennes. On va manquer de façon absolument invraisemblable de soudeurs pour ces éoliennes.
C'est pas un métier qui paraît comme ça ultra qualifié, ultra sexy, mais qui, mine de rien, est très technique. Et on ne sait pas comment ces éoliennes qu'on va placer en mer et qui vont produire de l'énergie, comment on va les construire, faute de soudeurs. Et pourtant, c'est un beau métier qui rapporte plutôt bien, mais qui n'est pas considéré. Et l'orientation française, en France, ne va jamais valoriser ces carrières-là. Ce sera toujours un échec d'être allé là. Bon, accessoirement, on peut aussi constater que parfois les conseillers d'orientation ont une vision assez parcellaire des études, pour ne pas dire ne savent même pas qu'il n'y a pas d'examen pour entrer en prépa, par exemple. Ça, j'ai rencontré des étudiants à qui on avait dit ça dans leur orientation assez souvent. Donc il y a aussi un problème, mais je ne veux pas mettre tous les topsy à dos. Mais c'est vrai que quand j'avais écrit mon dictionnaire énervé de l'école, l'orientation était un point d'énervement très fort. Après, l'orientation parfaite, ça n'existe pas non plus. Hein. Il peut y avoir des échecs, on peut se partir dans une direction, revenir, bon, etc., etc. Mais ce qui est terrible, c'est de se dire qu'il y a plein de jeunes à qui on dit « t'es un raté, tu vas faire ça ». Alors qu'encore une fois, on va manquer de soudeurs parce qu'on ne sait pas leur dire à ces jeunes-là, c'est une super carrière de travailler dans la métallurgie, tu vas pouvoir aussi réussir là-dedans. Il n'y a pas une seule façon de réussir et de sa vie, et ça, on ne sait pas bien le dire. C'est une façon de dire aussi peut-être que l'éducation, l'orientation n'arrive pas à anticiper les changements de notre société pour adapter les profils de ces jeunes. Ça, c'est très compliqué parce que d'abord, c'est très dur de prévoir aujourd'hui, à plusieurs années, quels sont les secteurs qui vont recruter, comment, quel profil. En plus, ça coûte très cher de former des soudeurs. Il faut du matériel, il faut être à la pointe de la techno. Enfin, là, à Centrale, ils me montraient une imprimante 3D qui met du métal. Moi, j'ai déjà vu plein d'imprimantes 3D avec du plastique, mais là, c'est du métal. Donc, ils créent des pièces en métal avec une impression 3D. C'est totalement révolutionnaire. C'est une nouvelle machine qui valent une fortune. Et ceux qui savent s'en servir ne sont pas forcément des ingénieurs. Ce sont demain des techniciens à Bac+2. Il faut aussi pouvoir les former. Et il faut pouvoir le prévoir. Et ça, c'est très difficile parce que d'anticiper, bon, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Et on a tendance, quand on a du matériel dans les bacs pro, à le garder des années, au point qu'il est obsolète. Et au point qu'aujourd'hui, on en est à faire de la simulation plutôt que du vrai matériel, ce qui n'est quand même pas forcément pas la même chose. D'autres questions? Ah, ici. Merci. Oui, bonsoir. C'est plus une observation sur les deux dernières questions. Donc, je suis issue de la génération Y et je suis jeune enseignante dans le secondaire, donc soyez optimistes. On est connectés et à travers les réseaux, on y arrivera. Mais dans votre lycée ou collège, vous êtes soutenu, aidé Il y a du travail. Il y a du travail. C'est vrai que les nouvelles technologies font un petit peu peur et puis on se confronte aussi beaucoup à la réalité qui est du matériel complètement obsolète et ce genre de choses. Mais on ne perd pas espoir. Ensuite aussi par rapport à l'orientation, je trouve qu'on a vraiment un rôle important dans le secondaire et c'est aussi essayer c'est difficile quand on est dans le lycée, par exemple, en lycée, de faire comprendre que s'orienter vers un BTS ou autre chose, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc voilà, faire changer ça aussi. Et ensuite, j'avais surtout une question sur est-ce que la génération Y ou même celle d'après arrivera à se détacher du modèle qui est voilà, collège, lycée, études supérieures. Et j'ai l'impression que c'est un peu qu'il y a des contradictions. Ouais, et voilà. La contradiction, c'est que on vit dans un monde qui est plus difficile. Donc la garantie de faire des études semble importante pour ensuite avoir une vie active réussie. Donc effectivement, dire qu'on peut sortir du système est très anxiogène. Et même, je me souviens de ce directeur d'école de management qui reçoit une famille complètement effondrée, les parents furieux. On leur dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, notre fils veut créer son entreprise. Vous lui avez mis ça dans la tête. » Les parents, ils voulaient que leur fils entre à BNP Paribas et passe leur vie tranquille. Et ils avaient payé pour ça, pour cette école. Et mine de rien, il avait envie de créer son entreprise. Donc c'est vrai que la garantie de diplôme, la garantie d'une carrière réussie, la garantie d'une vie simple, c'est ce que demandent les parents.
Après, les enfants sont moins là-dedans. Mais quand même, ils vont suivre des voies. Ils vont entrer à Audencia et ils en espèrent quelque chose. Et effectivement, vous ouvrez d'Audencia beaucoup de portes. Et c'est ça qui est formidable dans le fait de faire une école comme celle-là. C'est que, mine de rien, vous pouvez aller dans le monde entier, vous pouvez voyager, vous pouvez travailler dans tout type d'entreprise. C'est très, très ouvert. Et ça, c'est formidable. Donc, sortir d'un raisonnement classique, j'ai un peu des doutes, parce que dans une société en crise, sortir du classique, comme on peut le faire, c'est pas évident. Par contre, sortir du classique dans les études, non, mais après, dans la vie active, de plus en plus, oui. Mais on a une garantie, on a un diplôme. Une autre question ? Oui, rebonsoir. Pour ce qui est de l'enseignement, je voudrais savoir, connaître votre avis sur les cours en ligne, par exemple, qui se font beaucoup aujourd'hui et qui sont donc de plus en plus répandus, savoir ce que vous en pensez par rapport à notre génération très connectée. Alors, les Massive Online Open Courses, les MOOC, dont Audencia a produit d'ailleurs, sont un vrai phénomène mondial qui ne répond pas forcément aux mêmes questions partout dans le monde. En résumé, aux États-Unis, il s'agit avant tout d'amener des étudiants du monde entier à se dire « Tiens, c'est marrant, est-ce que je pourrais demain étudier aux États-Unis, suivre déjà un cours ?» Il y a une notion de pré-recrutement, il y a une notion aussi de gestion de la marque. En France, on n'en est pas tout à fait là. On pianote autour du sujet. Et on voit que ceux qui suivent les cours aujourd'hui sont plus des adultes, des personnes qui ont 30, 35 ans, qui sont déjà dans l'entreprise, qui n'ont pas trop le temps de se former dans l'entreprise, et qui trouvent dans les MOOC, dans les cours en ligne, une façon facile de se former. Et que mine de rien, qu'on vient à Audencia ou ailleurs, on a envie d'avoir des cours en présentiel, on a envie de rencontrer des profs, on a envie de cas pratiques, plus que finalement des cours en ligne qui sont quand même des cours assez classiques. Alors quand même, avec une grosse différence, c'est que vous créez une communauté, qu'en suivant un cours sur le RSE ici, vous allez peut-être rencontrer des étudiants vietnamiens, américains, créer un réseau, peut-être les voir le lendemain, qu'il y a des questions en ligne. C'est quand même mieux qu'un cours en ligne. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même un outil assez formidable, d'abord pour des adultes en formation, plus que pour des jeunes, qui finalement suivent ces cours, mais ne sont pas majoritaires. Enfin, en général, la proportion, c'est 80% au-delà de 35 ans. C'est plutôt ça le public des MOOC. D'un autre côté, ça permet de faire vivre le e-learning, de faire vivre des nouvelles façons de travailler, d'étudier. Et demain, quand on est en stage, si on peut suivre en même temps un cours, quand on est en stage à Pékin, un cours d'Audencia comme si on y était, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Pardon, pour les MOOC sont des cours en ligne gratuits et à distance, mais c'est des cours gratuits en plus. C'est très important de le savoir. Et qui délivre un diplôme aussi. Alors, il délivre en général un certificat. Un certificat, en tout cas, d'avoir suivi jusqu'au bout. D'avoir suivi jusqu'au bout. Bonsoir. Mathis, 4e année. Déjà, une petite remarque. J'ai assisté à pas mal de conférences Isegoria depuis que je suis là, et c'est la première fois qu'un intervenant nous met des vidéos dans sa présentation. Et les vidéos, effectivement, ça parle à la génération Y, donc bravo. On passera le message. Et ma question, elle est en rapport avec le sondage que vous avez montré sur la perception de la génération X sur la génération Y. Donc on voyait notamment qu'on était considéré comme assez paresseux, pas très responsable, un petit peu intolérant. Moi, ce que je voulais savoir, c'est vous qui nous avez un petit peu étudié, ce que vous en pensiez, et également peut-être l'avis de Laurent Noël donc, sur la question. Enfin, moi, je pense que j'étais exactement comme ça au même âge. Donc, je pense que j'étais paresseux, nonchalant. Enfin bon, j'avais exactement les mêmes caractéristiques. Donc, je pense que ce sondage, encore une fois, est amusant à voir, surtout pour la partie dont les Y se voient eux-mêmes. Pour l'autre, je pense que de tout temps, les plus âgés ont considéré que les plus jeunes étaient des petits cons, et ça ne changera jamais.
Voilà, donc un éternel conflit de génération. Alors pour mon avis, Mathis, je pense qu'ici notre prisme est déformé. C'est-à-dire que les étudiants qui intègrent ce qu'on appelle les grandes écoles, entre guillemets, ont sacrifié 2 années de leur vie à une classe préparatoire. C'était 2 années difficiles. Et je pense c'est pas un sacrifice. Oh non, pas un sacrifice. Non, mais entre guillemets, en tout cas, ont beaucoup investi sur ce temps-là. Et je pense, c'est une petite pierre dans le jardin de mes collègues de profs de classe prépa. Je pense que les profs de classe prépa nous savonnent un peu la planche en disant vous travaillez beaucoup, quand vous aurez le concours, arrivez à l'école, vous verrez, ça y est. Et ils voient un petit peu, je caricature, mais ils voient un petit peu les profs en école de management ou en école en général, un peu comme des chauffeurs de bus qui amènent les étudiants vers les entreprises. Bon, la réalité est un tout petit peu différente. Et donc voilà, je pense que vous avez travaillé beaucoup, vous imaginez que c'est plus facile. Nous, ce qu'on constate, c'est que effectivement, première et deuxième année, c'est parfois difficile de vous faire travailler, parfois, pas toujours. Mais on constate aussi que après le stage en entreprise, vous revenez très motivé, avec beaucoup d'idées, une réelle curiosité, une envie de travailler, parce que vous avez choisi une spécialisation et que c'est la vôtre et que vous avez envie de vous y investir. Après, reste un petit travers, si je peux me permettre, qui consiste à parfois aller un peu vite sur les sujets. C'est-à-dire à pas forcément creuser suffisamment les sujets. Bon, on a tous des axes d'amélioration, c'en est un. Voilà. Une autre question, peut-être. Moi, j'avais une question à poser. Je vous laisse la parole, allez-y. Bonsoir, j'aurais voulu savoir comment réagissait la génération Y par rapport à toutes les préoccupations environnementales dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Paradoxalement, pas tant de ça. Dans les sondages, on ne voit pas un intérêt si fort que ça. Donc le sondage mondial qui était sorti de la fondation de Fondapol là-dessus, c'était les jeunes Chinois qui étaient les plus impactés par les problèmes environnementaux. On se doute pourquoi. Ils les vivent devant eux à chaque instant. Et finalement, on ne constate pas... c'est un paradoxe. On imagine forcément aujourd'hui, quand on est jeune, on a un sentiment écolo plus fort, mais ce n'est pas corroboré par les études. Je suis désolé de le dire. Pas pour l'instant, en tout cas. Il faut peut-être être comme les Chinois, le sentir, le voir, pour se sentir vraiment, vraiment impacté. Et on parle d'étrangers, du coup. Est-ce que vous pensez qu'au niveau mondial, il y a des éléments en commun, des codes qui permettent aux générations entre elles de se reconnaître, j'allais dire? Oui, je pense que, là-dessus, l'étude Fondapol, qui est la seule étude qui a été faite dans le monde entier, avec maintenant depuis il y a l'étude Millennial qui a été faite là par l'INSEAD, mais bon, qui est plus sur l'entreprise. Donc Fondapol a fait vraiment une étude sur ce que pensaient les jeunes par rapport à l'éthologie, encore une fois, par rapport à leur environnement, à leur famille. Ils ont étudié tous les thèmes et on trouve quand même des concordances très fortes. Après, c'est pas la même chose d'être jeune à New Delhi et jeune à San Francisco, c'est clair. On n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas la même appétence pour des tas de sujets, mais il y a quand même des points communs qui sont très forts et qui sont le fait d'être en réseau d'abord, parce que ça c'est valable dans le monde entier, le fait d'être... Alors bon, à part en France, d'être optimiste... C'est toujours la vision de la mondialisation en France est très négative, alors que dans le reste du monde, c'est une chance que tous les jeunes du monde trouvent extraordinaire, à part les jeunes Français et les jeunes Grecs aussi, oui, qui étaient quand même pas très optimistes. Mais ils ont raison de l'être. Oui, ils ont peut-être des raisons. Mais bon, cette vision optimiste du monde, optimiste sur leur avenir, ça caractérise cette génération. Et ça, on va trouver facilement dans le monde entier, ce qui permet de créer des contacts facilement dans le monde entier. Alors encore une fois, avec ceux qui vivent à fond ce qu'est la génération Y, ce qui effectivement n'est pas toute la société. Moi, j'avais encore une question à vous poser, Olivier Rollo, sur ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est-à-dire un peu le conflit de génération, c'est-à-dire les incompréhensions qui peuvent exister entre la génération Y et la génération X, voire la génération Y et puis les baby-boomers. Comment vous pensez que cette équation va se résoudre ? Alors, souvent, les baby-boomers s'entendent très bien avec les Y. Enfin bon, c'est le côté grands-parents, petits-enfants peut-être. Ils se comprennent beaucoup mieux parce que finalement, ils sont d'une génération qui... mine de rien, avait beaucoup d'espoir de changer le monde. Alors évidemment, c'était plus facile en 68 quand la situation économique était excellente qu'aujourd'hui où elle n'est pas terrible. Mais bon, comme l'ouverture sur le monde est forte et que finalement on se dit
qu'on peut le changer ailleurs qu'en France, qu'aussi on sera de toute façon toujours dans un environnement familial qui préservera ses chances de vivre correctement, fait qu'il y a une grande confiance qu'on va retrouver dans la génération baby-boomer. Et celle entre les deux, finalement, qui a été élevée dans l'idée qu'on était en crise alors qu'on n'était pas tant de ça, qui a un plus grand respect de l'entreprise, qui a un plus grand respect de la hiérarchie, effectivement se sent très challengée par cette plus jeune génération, alors qu'elle, finalement, alors je parle de ma génération, c'est terrible, a fait finalement ces contraintes, a accepté beaucoup de choses, avec toujours l'image de se dire oh là là, si on ne le fait pas, ça va mal se passer, etc., etc. Alors que les plus jeunes se disent bon, bah, écoutez, on doit réussir notre vie, et finalement on a des tels atouts pour la réussir par rapport aux autres générations qu'on n'a pas cette pression infernale de respecter la hiérarchie toute sa vie. Donc voilà, je pense que le gap, il est souvent entre des gens qui ont 10, 15 ans de différence, alors que quand ils en ont plus, finalement, ça passe mieux. Il y a une plus grande compréhension, mais clairement, il y a quand même un choc des générations, ouais, souvent, dans beaucoup d'entreprises. Il y avait une question encore. Bonsoir. Une question sur les jeunes et leurs revendications. On voit, ces dernières années, un petit peu partout dans le monde, les jeunes descendent dans la rue et secouer très fortement un certain nombre de gouvernements. Pourquoi finalement, alors que vous le remarquez, vous faites la remarque en début de présentation, que finalement tous les jeunes en France, c'est un peu la génération précaire, c'est la génération qui a quand même beaucoup de raisons objectives de se révolter. Pourquoi finalement les gens ont arrêté de descendre dans les rues? Oui, c'est assez étrange. Sur les indignés, c'est né en France. Enfin, c'est Stéphane Hessel qui l'a écrit. Et finalement, on s'est indigné partout ailleurs, sauf en France. C'est un paradoxe assez étonnant que personne n'arrive à résoudre. C'est vrai que, encore une fois, on a l'impression que par rapport à une situation qui paraît extrêmement difficile, il y a plein de façons de la vivre suffisamment correctement pour ne pas exploser. Et que les pays dans lesquels ça a été le plus revendicatif, c'est-à-dire l'Espagne, la Grèce, ça n'a pas non plus changé fondamentalement la situation. Alors je sais qu'en Espagne, il y a un nouveau mouvement revendicatif qui part. Les années à Wall Street, ça n'a pas changé non plus la situation. Donc il y a une certaine apathie en se disant que dans un pays où finalement, plus que dans aucun autre pays, on a essayé de secouer le cocotier du capitalisme, dans un pays qui reste le pays le plus égalitaire du monde quand même, il faut le dire. Dans tous les autres pays du monde, les inégalités ont monté de façon formidable ces 20 dernières années. En France, on est resté relativement étal, dans un pays très égalitaire, où finalement, on a essayé plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Se révolter, mais contre quoi? Pour faire quoi? Aujourd'hui, vous le disiez au début, ceux qui sont dans la rue sont des patrons qui disent finalement donnez-nous plus de latitude, plus de capacité à embaucher et à licencier. Donc c'est un changement total de vision des choses. Parce qu'on est le pays qui a le plus essayé d'aller loin, à part peut-être la Suède qui en est revenue, dans l'égalité, dans les droits donnés aux salariés, et que finalement on se dit, bon, comment aller plus loin? Donc se révolter contre quoi? Et ceux qui se révoltent, c'est ceux qu'on n'avait jamais vus dans la rue avant. Donc voilà, je pense qu'on est dans un sacré paradoxe, dans un pays qui est quand même le pays le plus égalitaire de la planète, il faut quand même le réaffirmer. Quel que soit ce qu'on voit sur ce quoi on proteste, mine de rien, en France, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que tout le monde s'en sorte relativement bien. Merci. Julien, le mot de la fin? Et le mot de la fin pour vous remercier, cher Olivier Rollo, d'avoir accepté notre invitation encore une fois et pour cette belle conférence, encore pleine d'espoir. Donc il y a des raisons d'espérer quand on est une jeune génération et pour les nouvelles générations. Merci à vous, cher public, merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation, Axel, Céline, Laurent Noël, toute mon équipe et tout le monde. Merci à toutes et à tous, bonne fin de soirée et bonne fête de fin d'année.